Je pense que nous allons pouvoir reprendre nos débats avec ce troisième symposium sur le droit à la sexualité des personnes en situation de handicap, avec notre première intervenante, Madame Élise Plantin, donc qui est interviewée par Monsieur Arnaud Cévennes sur la place de la sexualité dans la vie d'une jeune femme en situation de handicap. Alors, voilà, merci pour le micro. Alors, donc bonjour Élise. Alors, on n'a rien préparé, volontairement, n'est-ce pas? Mais on a eu le plaisir de se rencontrer lors d'une réunion. Voilà, lors d'une précédente réunion dans l'association Regarde Soi. Et ce petit bout de femme m'avait impressionné. Et donc j'avais envie de la revoir pour partager un petit peu avec elle. Vous me permettez de vous poser des questions un peu personnelles? Oui, bien sûr. Vous avez quel âge? 24. 24 ans. Et vous vivez où actuellement? À Coulon. Coulon. Chez mes parents. Chez vos parents. Oui, je vais faire retourner chez mes parents. Avant j'étais à la cité universitaire de Nanterre. Vous y faisiez quoi à la cité universitaire? Des études. De quoi? De l'histoire de l'art. D'accord. Et j'étais en troisième année. Voilà. Vous avez un compagnon actuellement? Ouais. D'ailleurs, elle attend un bébé. Elle attend un bébé. Non. Alors, je dois vous dire que quand je l'ai contactée, je ne savais pas qu'elle attendait un bébé. Oui, c'est vrai. Je ne savais vraiment pas. Mes premiers mots, ça a été félicitations. Oui. Donc, si je vous demande si vous avez des relations sexuelles, c'est une question idiote, peut-être. Oui, tout à fait. J'en ai vu à partir de 19 ans. Depuis l'âge de 19 ans. Oui, voilà. C'est compliqué, ça, pour une femme en situation de handicap? C'est comme ça qu'on dit? Ça dépend. Ça tout est relatif. Parce qu'entre patients, on trouve bien des solutions aux problèmes. On trouve des solutions au problème. Quel problème? C'est un handicap, mais aussi qui est handicap. C'est un homme qui est handicapé comme moi, c'est plus compliqué que si c'est avec un valide. Et je peux me permettre de vous demander si c'est un homme valide ou pas? Là, ouais, il est valide. Il est valide. Ouais. C'est compliqué pour une femme handicapée de trouver un homme valide? Pas pour moi. Ça se passe de commentaires. Vous y prenez du plaisir aux relations sexuelles? Évidemment. C'est un peu comme tout le monde, je suppose. J'ai un peu l'impression d'être stupide. La maternité, vous y avez pensé quand? Depuis l'âge de 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans. Ouais. C'était un projet ou c'était un désir? Un désir. Et puis après, c'était en projet. Et après, c'est devenu un projet quand? Ouais.
3 ans. Il y a 3 ans. Ça fait 3 ans que j'y pense tous les jours, avoir un bébé. Bon, je dis pas que c'est facile tous les jours, mais bon, on s'en sort très bien quand on est handicapé. On vous a aidé dans ce projet, ou vous vous êtes retrouvée toute seule à réfléchir là-dessus. Et je pourrais vous poser la même question pour votre sexualité. Est-ce que c'est vous qui vous êtes débrouillée toute seule, ou est-ce que vous avez trouvé des gens pour vous aider? Au niveau de la sexualité, je me suis débrouillée tout seul. Mais après, pour la maternité, je suis en contact avec Béatrice, la meuf qui est là, et qui est très bien. Donc Béatrice, qu'on a entendu ce matin. Alors je dois vous dire que je ne savais pas non plus, puisque je ne savais pas qu'elle était enceinte, qu'elle était suivie par Béatrice Isard-Chamois. Je n'ai appris qu'après. Elle est très compétente dans le domaine. Bien sûr. Oui. Bon, vaut mieux parce que hein, Mais c'est elle qui vous suit, donc il vaut mieux quand même. c'est une femme très sympa et très à l'écoute aussi. Donc voilà. Et après la maternité, comment vous voyez les choses? Après l'accouchement, comment vous voyez les choses? Là, au grade, c'est compliqué. Parce qu'en France, les mères handicapées n'ont pas reconnu. Donc, ils n'ont pas d'aide en plus que l'aide normale. La NDPH, qui est la maison départementale des handicapés, ne prend pas en compte, ne prend pas en compte qu'on est parents handicapés. Donc il faut se débrouiller tout seul. Voilà. Vous aimeriez dire d'autres choses? Je croyais que vous vouliez me poser des questions sur la sexualité et pas sur ma maternité. Ça en fait partie. Vous voulez que je vous pose des questions sur la sexualité? C'est un peu pour ça qu'on est là. On dit on va cet après-midi. Ouais. Alors tout à l'heure, je vous ai demandé si vous prenez du plaisir. Vous vous êtes inventé votre sexualité? Vous avez une sexualité, vous pensez, différente des autres? Ou vous pensez que c'est la même chose? À mon avis, c'est la même chose. On peut parler que tout le monde. Tout à l'heure, vous m'avez dit que la sexualité, c'était important. Qu'est-ce qui est important dans la sexualité? C'est le plaisir. Vous avez fait des choix qui étaient des choix, des fois, on va dire sexuels d'une certaine façon, des hommes avec qui vous avez des relations sexuelles pour le plaisir de vivre et de partager une sexualité avec eux? Ou est-ce que c'était tout le temps des choix amoureux? Moi, j'ai toujours été amoureuse pour coucher en quelque chose. Avec un homme, il faut que je sois amoureuse. Sinon, je ne peux pas. À part une fois que j'ai fait ça comme ça pour un soir, c'est tout. Mais bon, à part ça, j'ai toujours eu des copains, des petits copains. Voilà. Comment vous faites pour vous rencontrer? Parce que c'est quand même compliqué. Vous avez des difficultés pour vous déplacer, vous avez des difficultés pour vous mouvoir. Vous rencontrez où avec ces petits copains?
Est-ce que vous entendez parler? Est-ce que vous m'entendez? Vous faites l'amour où? Ah, ok. En fait, quand j'étais à la cité universitaire, ils pouvaient venir dormir avec moi. Mais c'est mes parents. Il a interdit que mon copain vienne dormir à la maison. Du coup, on va à l'hôtel. Voilà. Vous allez à l'hôtel, c'est ça? Bah oui, on va à l'hôtel parce qu'on n'a pas d'autre solution. Parce que dans l'appartement n'est pas accessible à mon fauteuil. C'est un immeuble sans l'ascenseur. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, et puis je crois qu'on peut faire une ovation. Je vais passer donc la parole à Madame Pascale Ribes, vice-présidente de l'APF, pour qu'elle puisse bien, nous expliquer sa vision du droit à la sexualité des personnes en situation de handicap et celle de l'APF. Je vous donne la parole. Je n'ai rien à actionner, ça marche. Okay. Merci. D'abord, je voulais vous dire à quel point je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Merci d'avoir organisé cette journée en étant partie des besoins et des attentes des personnes en situation de handicap pour élaborer votre programme et en réunissant aussi des experts, donc des associations de personnes en situation de handicap et aussi des organisations et institutions impliquées dans ce domaine. En introduction, ce matin, M. Petit-Mangin s'est montré plutôt sans ambiguïté, on peut le dire, prêt à se mobiliser afin de garantir et rendre effective la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, parce que dans ce domaine, de nombreuses entraves subsistent et il reste encore beaucoup à faire. Je vais peut-être donc vous faire un petit topo qui rappelle pourquoi l'APF justement appelle à se mobiliser pour rendre effectif ce droit, le droit des personnes en situation de handicap à une vie affective et sexuelle. D'abord dire en quelques mots, mais même si tout le monde connaît notre association, c'est une association qui a été créée en 1933 par 4 jeunes atteints de poliomyélite. C'est un mouvement donc national de défense et de représentation des droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles. C'est également une association qui développe une offre de services médico-social sur le territoire et qui est reconnue d'utilité publique. Donc la question de la vie intime, et affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, pour nous, c'est une question qui est depuis très longtemps au cœur des préoccupations de l'APF et qui remonte de toutes parts, à la fois de nos adhérents, à la fois de nos usagers dans les établissements et services médico-sociaux, à la fois aussi de nos professionnels. Aussi, donc l'APF a vraiment, depuis longtemps, ses préoccupations à l'esprit et décidé de se mobiliser de façon à ce que le droit des personnes en situation de handicap soit respecté, quel que soit leur lieu et leur mode de vie. Pour nous, il faut dépasser le débat qu'il y a entre le fait de savoir si c'est un droit ou une liberté. Bon, c'est un débat qui peut paraître passionnant, pour autant, aujourd'hui, à un moment donné, que ce soit un droit ou que ce soit une liberté, j'allais dire, peu importe, ce qu'il faut, c'est de rendre effectif, en fait, l'accès à ce droit. La Convention internationale des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées prône l'accès à tous les droits et libertés fondamentales, sauf qu'il ne suffit pas de le dire, bien, il faut aussi prendre les mesures appropriées pour que ce soit effectif. Et la loi de 2005, elle-même, que tout le monde connaît ici, prône le droit à compensation de toutes les conséquences du handicap et évidemment le droit, enfin la compensation donc de la vie affective et sexuelle ne fait pas exception à cela.
Donc, pour nous, il est important de dépasser ce débat, parce que pour se placer vers le débat qui vise à comment on fait pour finalement garantir aux personnes un accès effectif à tous les droits et la compensation intégrale de leurs besoins, de créer donc ce possible. Ensuite, nous pensons que, notamment, il y a un certain nombre de textes, je ne vais peut-être pas les rappeler, donc, qui disposent que, l'OMS, notamment en 2002, que les droits sexuels font vraiment partie intégrante des droits de la personne, et ils sont en tant que tels donc d'ores et déjà reconnus. Et qu'ils doivent pouvoir s'exercer sans être en but à la coercition, à la discrimination ou à la violence. Donc pour nous, nier ou ne pas entendre le droit à l'accès effectif à une vie affective et sexuelle, ça revient à bafouer les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Un exemple, un des plus emblématiques d'ailleurs, c'est par exemple, il est tristement célèbre du reste, la stérilisation sans consentement. Vous vous rappelez, il y a eu une affaire qui date d'il y a quelques années, mais c'est pas si loin que ça en même temps. Hein. Les faits se sont déroulés entre 92 et 1998. Il y a eu la stérilisation de 5 jeunes femmes qui étaient accueillies dans un CAT sans leur consentement et sans même le consentement de leurs parents qui d'ailleurs ne consentaient pas à cela. Bon, c'était pour illustrer. Il faut absolument lever les obstacles. Et pour lever les obstacles pour l'APF, c'est vraiment clair. Droit ou liberté, je l'ai déjà dit, bon, peu importe. Il faut créer les conditions pour que l'on puisse arriver à ce que la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap puisse s'exercer finalement au même titre que tout un chacun. Jennifer Fournier, qui a écrit une thèse sur le sujet, a une très belle formule que j'aimerais reprendre ici. Elle dit « Devenir un citoyen sexuel est un processus qui comprend 3 aspects. D'abord, avoir le contrôle sur sa vie, sur ses sentiments, sur ses relations. Ensuite, pouvoir accéder aux représentations, aux relations, à l'espace public. Et enfin, avoir le choix de ses identités, de ses modes de vie, de ses expériences comme homme ou femme. » Alors, c'est vrai que il n'existe pas à proprement parler de désir spécifique ou une sexualité handicapée, enfin une sexualité propre aux personnes en situation de handicap. C'est vrai. Néanmoins, il est indéniable que la situation de handicap crée des barrières, des entraves, et que l'interaction entre le handicap et l'environnement peut constituer un véritable frein à l'exercice de la capacité à choisir et à accéder à sa vie affective et sexuelle. De manière satisfaisante, évidemment. Il y a de nombreux ouvrages qui le pointent, qui pointent donc de nombreux ouvrages, des thèses, des mémoires, etc., qui pointent le lien entre la dépendance et la perte d'autonomie liée au handicap, qui entraîne de facto donc des besoins aussi et des situations qui sont donc spécifiques, avec des besoins donc spécifiques en matière d'accès à la vie affective et sexuelle. Premièrement, c'est que le handicap, d'abord, il isole. Et que l'environnement, l'inaccessibilité de l'environnement, que ce soit de la cité, que ce soit des lieux de prévention, des lieux de soins, tous les lieux de socialisation, ça a un impact très concret et direct sur la possibilité de faire des rencontres, d'une part, mais aussi sur la santé sexuelle des personnes. Ensuite, les représentations. On est dans le cadre des représentations, un enfant handicapé ou un adulte handicapé, enfin bref, on est toujours un handicapé dans le cadre des représentations avant d'être considéré comme un être humain à part entière et donc un être humain sexué. Souvent, l'urgence de la situation de handicap, de la déficience, fait que le prendre soin, la participation sociale
passe avant tout le reste et qu'on priorise cela, à juste titre, mais que également on présuppose, et parfois c'est réel, que la vulnérabilité, des personnes en situation de handicap peut en elle-même appeler aussi des phénomènes de surprotection, ou en tout cas des réflexes de surprotection, que ce soit des professionnels ou de l'entourage familial, qui, au fond, conduisent à nier la sexualité des personnes ou à la trouver, en tout cas, compliquée et dérangeante. La réglementation, enfin, insécurise également les professionnels de l'accompagnement et elle dénie aussi, quelque part, la possibilité à une personne dépendante de bénéficier, pourtant, d'une aide humaine qui est pourtant, je veux dire, nécessaire pour concrétiser sa relation sexuelle lorsqu'on est extrêmement dépendant, et notamment grâce à l'assistance sexuelle. Aujourd'hui, le législateur ne traite de la sexualité qu'en punissant les violences ou la maltraitance, à juste titre. L'agression sexuelle, lutte contre la prostitution forcée, le harcèlement sexuel, l'exhibition, mais il ne prend pas en compte, comme c'est le cas dans d'autres domaines, dans tous les autres domaines de la vie, les mesures positives nécessaires qui doivent être prises pour finalement permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à l'égalité des chances. Et ça, il n'y a rien qui existe, et c'est vécu comme une violence pour certaines personnes en situation de handicap, le fait de ne pas être du tout entendu dans ses besoins, dans ses demandes, même pour des choses très simples. J'ai parlé de l'assistance sexuelle tout à l'heure, mais même sans parler de ça. Imaginez un couple donc, dans un établissement et service médico-social, par exemple, c'est très fréquent, donc on vit ça très régulièrement à l'APF. Un couple qui sont amoureux, ils ont envie, comme tous les couples, à un moment donné, de vivre un bout de chemin ensemble. C'est très compliqué. L'établissement n'a pas forcément un lit à 2 places qui le permettent, pour autant qu'ils essayent de favoriser les choses. Et puis, de toute façon, même si en favorisant les choses, donc on trouve le lit à 2 places, médicalisé qui plus est, etc., il va bien falloir à un moment donné que allonger, il va bien falloir que les professionnels allongent les 2 personnes en situation de handicap côte à côte dans le lit. Eh bien, ce genre de choses, aujourd'hui, c'est pas prévu. Donc, c'est compliqué. C'est pourquoi, vraiment, à l'APF, nous pensons qu'il est, et nous sommes poussés en cela, comme je vous le disais, par les remontées de jeunes qui vivent en établissement, d'autres de nos adhérents. Nous mobilisons donc fortement depuis à peu près 10 ans maintenant pour que le droit à une vie affective, sentimentale et sexuelle, quel que soit le lieu et mode de vie des personnes en situation de handicap, soit effectif. On a commencé, vous le savez, par le colloque fondateur, le colloque de Strasbourg, qui a eu lieu en avril 2007, et qui, à l'issue de ce colloque, on a édité un livre blanc, le livre blanc Handicap et sexualité, qui était d'une très très grande charge émotionnelle, puisque à l'occasion de ce colloque, et dans ce livre blanc qui retrace les témoignages, ont été exposés publiquement la souffrance des personnes qui ne peuvent pas du tout, sans aide, vivre leur sexualité, une sexualité épanouissante, celle en tout cas qu'elles ont choisie. Et donc c'était vraiment pour la première fois ce colloque, les personnes en situation de handicap elles-mêmes qui revendiquaient l'accès à leur sexualité. Elles ont témoigné fortement de leur désir, de leur envie, de leur détresse et aussi de la violence ressentie par la négation de leurs besoins en la matière. Suite à ce colloque, et forte de nos remontées de nos réseaux et de nos établissements, l'APF a pris une orientation politique forte qui visait, déjà en 2011, lors de son assemblée générale, à permettre la création de services, de s'engager pour permettre la création de services d'accompagnement sexuel et d'assistance sexuelle. Nous ne disons pas que c'est la solution. Sans être la solution, ça doit être un des possibles, ça doit être une des solutions dans un maillage de réponse. En tout cas, ça permet de répondre à des besoins qui aujourd'hui ne peuvent pas rencontrer de réponse. Donc l'APF s'est lancée dans un combat interassociatif. Elle a été
à l'issue du colloque, on a monté d'abord le collectif Handicap et Sexualité, qui était un collectif qui réunissait un certain nombre d'associations, mais qui était un collectif informel. De ce collectif, ensuite, nous nous sommes un peu plus formalisés. On a créé deux structures, enfin 2 associations. Le CERES, le Centre ressources handicap et sexualité, qui a pour objectif donc de pouvoir apporter des réponses aux besoins des personnes, de leur entourage, des établissements médico-sociaux dans le domaine de la vie affective et sexuelle. Et nous avons créé également une association qui vise, elle, l'association chose, c'est-à-dire le CHS, en fait, le collectif Handicap et Sexualité OSE, et qui, elle, demande la création de services d'accompagnement à la vie affective et sexuelle. Donc, cette association est une association de militants. Elle est composée à la fois de personnes physiques, mais aussi de personnes morales. Et elle a pour objectif, donc je l'ai dit, de militer en faveur d'un accès effectif à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, notamment par la création de services d'accompagnement sexuel. Donc l'APF, elle agit aussi également en interne, dans son propre réseau. On a un peu plus de 22 000 adhérents, 30 000 usagers, 25 000 bénévoles, 13 000 salariés. Et donc, sur tout le territoire français, nous sommes implantés, et sous l'impulsion donc de nos adhérents, de nos usagers, ou encore de nos professionnels, un certain nombre d'actions sont menées. Des actions donc, pour favoriser la prise de conscience et essayer d'apporter des réponses, ou en tout cas des solutions concrètes. Ce sont des actions qui prennent des formes diverses, alors colloques d'information, formation, des journées d'études, des groupes d'expression qui permettent de libérer la parole. Ça passe aussi par des créations artistiques, des pièces de théâtre, des expositions photographiques. Il y a une exposition à l'entrée de Jérôme Deya qui est magnifique. Des ateliers aussi de bien-être, parce qu'il est essentiel de restaurer la confiance en soi aussi, qui est souvent un frein. Donc des ateliers de bien-être, de relooking, des ateliers de confiance en soi, des événements festifs, et donc la formation également de professionnels. Les actions que nous menons, elles sont donc multiples. Elles ont divers objectifs, mais elles visent tour à tour soit à déconstruire les préjugés, libérer la parole, favoriser les rencontres, sensibiliser, former, informer et faire monter en compétence les professionnels pour qu'ils puissent être en mesure d'apporter une réponse concrète aux demandes individuelles. Ces actions, donc, elles s'adressent à tous, donc les personnes en situation de handicap, leurs familles et les professionnels. Et des remontées que nous avons, les avis sont vraiment unanimes, c'est très utile, ça répond à un vrai besoin. Voilà. Et le problème, en revanche, que nous avons, c'est bon, de pérenniser ces actions pour qu'elles puissent s'inscrire dans le temps. Et puis aussi, comment dire, c'est un travail de toute façon de longue haleine qu'il faut poursuivre et enrichir. Donc on peut dire que depuis le colloque, il y a eu beaucoup de chemin qui a été parcouru, en tout cas dans les mots, jusqu'à aujourd'hui, à la fois avec d'autres colloques, des films, des articles, des mémoires d'étudiants, même les 4e rencontres scientifiques de la CNSA en 2016, qui étaient relatives à la qualité de vie des personnes en situation de handicap et qui ont dédié un atelier au sujet de la vie affective et sexuelle. Et aujourd'hui, notre journée, la 3e journée internationale sur l'innovation et la recherche en éducation à la santé sexuelle. J'en profite pour dire merci aux organisateurs. Mais donc, on a parcouru beaucoup de chemin depuis le colloque, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir donc, dans les actes. Et c'est ce combat que nous pensons devoir être collectif, que l'APF s'est engagée à mener et à poursuivre jusqu'au bout, ensemble, avec les personnes directement concernées, leurs familles, les autres associations et aussi avec la société civile. Ensemble, je pense,
c'est parce que c'est ensemble que nous le gagnerons. Aujourd'hui, il est loin d'être gagné, avec notamment un certain nombre d'assimilation à tort, notamment de l'assistance sexuelle à la prostitution, avec la pénalisation du client. On a même fait un pas en arrière de ce côté-là, pour en tout cas aboutir à un service un service d'assistance sexuelle. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a parcouru du chemin, que le sujet il est beaucoup plus connu, beaucoup plus reconnu, et que pour autant il nous faut plus que jamais militer avec force et détermination pour faire entendre notre voix, la voix des personnes directement concernées, et afin de permettre aux personnes en situation de handicap qui le souhaitent de vivre comme tout un chacun la vie affective, sentimentale et sexuelle qu'elles ont choisie. Je vous remercie. Madame Rime, merci de nous avoir exposé donc, vos visions et vos actions engagées au soutien de vos adhérents et des personnes en situation de handicap. Je vais donner la parole à monsieur Fabrice Célie, qui est chargé de prévention au CRIPS et qui va nous expliquer en quelques mots son action au quotidien. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fabrice Célie. Pour me présenter rapidement, je suis en situation de handicap et j'ai vécu toute une partie de ma vie dans différentes institutions où j'ai fait des études et tout. J'ai préparé différents diplômes et j'ai remarqué que dans ces institutions, il y avait un gros tabou sur la prévention, sur la vie affective et sexuelle et surtout sur toute l'éducation à la sexualité. Et c'est pour ça qu'après la sortie de ma formation et de mon établissement, j'ai créé une association qui s'appelle l'association Handivol. Donc c'était une association parce que malheureusement elle n'existe plus, mais c'est une association qui a duré 10 ans et qui avait pour objectif d'œuvrer pour la reconnaissance de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Et voilà, on a mis différentes choses en place. On a mis des espaces de parole dans différents établissements sur la vie affective et sexuelle. On a créé une exposition photo qui parle de vie affective, d'amitié, d'intimité, d'homosexualité, et voilà. Et en parallèle, j'ai rencontré différentes associations et j'ai été formé par différentes associations, dont le CRIPS et l'association Aide. Et là, je suis chargé de prévention au CRIPS Île-de-France. Donc le CRIPS Île-de-France, c'est le Centre régional d'information de prévention de santé et qui met différentes actions sur la vie affective et sexuelle et sur la consommation de drogue. Et je m'occupe particulièrement de tout, parce qu'au CRIPS, on intervient dans différents établissements et associations sur la vie affective et sexuelle. Donc je mets en place et j'anime des groupes de parole, des animations de débat sur la vie affective et sexuelle en direction des personnes en situation de handicap mental et moteur. Voilà, et aussi sensoriel. Voilà. Merci pour votre témoignage. Je vais passer la parole à monsieur François Crochon, chef de mission au CRS, qui va nous parler de l'accompagnement et l'éducation à la sexualité pour les personnes en situation de handicap. Peut-être qu'on va afficher le PowerPoint. Merci beaucoup Ingrid Geray, merci Arnaud Seven. Oui, j'ai cliqué, ça va le faire. Sans problème. Donc je me présente, je suis François Crochon, je suis psychomotricien de formation et j'ai mal tourné, je suis devenu sexologue clinicien. Actuellement, donc, je suis responsable du centre ressources handicap et sexualité. Après, dans la lignée, j'ai envie de dire, de l'expérimentation qui a été mise en place par Handicap International dans le cadre du service AVAS, accompagnement à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, le CRS donc réunit différentes associations et a vocation à s'ouvrir à de multiples partenariats pour pouvoir mettre à la disposition de toutes et de tous des informations qui ont trait et des ressources à la promotion de la santé sexuelle des personnes en situation de handicap.
santé sexuelle des personnes, quel que soit l'âge, enfants, adolescents, adultes, personnes en situation de handicap vieillissante, mais également quelle que soit la nature et l'origine du handicap et quel que soit le choix, entre guillemets, du mode de vie en établissement ou à domicile. Donc on est là très clairement sur des missions opérationnelles qui ont vocation à offrir des ressources, des réponses concrètes aux personnes concernées, avant tout les personnes en situation de handicap, mais aussi leur entourage, les familles et également les professionnels et éventuellement les pouvoirs publics. Pour ceci, on a souhaité orienter nos actions selon 4 axes qui sont indissociables et complémentaires. Le premier axe, c'est un espace ressources avec un blog, ceres.org, qui fait en quelque sorte une veille thématique et va proposer de l'information autour de cette thématique. Mais également, nous sommes basés sur Lyon, même si nous avons une envergure nationale, et nous avons un centre de ressources documentaires qui compile environ 1300 documents sur cette thématique et qui est ouvert, bien entendu, à tous et à toutes. Ce centre de ressources est très important, vous verrez un petit peu plus loin. J'ai choisi de vous montrer quelques exemples très concrets qu'on peut mettre en place dans le cadre de l'éducation à la sexualité et de l'accompagnement pour pouvoir rendre accessible l'information auprès de tous et de toutes. Le deuxième axe que je développerai également dans cet exposé, c'est la recherche appliquée. Alors bien entendu, il faut de la recherche fondamentale, mais aujourd'hui, il est absolument nécessaire de mettre en place des outils de médiation, d'intervention concrets et qui vont pouvoir être accessibles pour les publics concernés. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Enfin, ce qui a été dit par Pascal Ribes, vice-présidente de l'APF, formation, sensibilisation, ça a été dit également ce matin, formation initiale pour qu'effectivement la notion de handicap soit plus familière à tous et à toutes. Dernier axe fondamental, c'est l'accompagnement des personnes concernées. Et ici, on marque vraiment un temps où on est passé au niveau 2.0, j'ai envie de dire. On n'est plus dans les revendications, dans les imprécations. On a effectivement cessé la querelle de savoir c'est un droit, c'est pas un droit, etc. Les personnes concernées ont besoin aujourd'hui, ça a été démontré à de multiples reprises et brillamment en ce qui concerne l'accompagnement et la parentalité, d'un accompagnement digne de ce nom et avec des personnes qui connaissent et qui sont en capacité d'écouter les personnes dans leurs demandes. Donc ces accompagnements, ça prend effectivement la forme soit de groupes d'éducation à la sexualité pour les plus jeunes ou de groupes d'expression autour des notions liées à l'intimité, la vie affective et sexuelle pour les adultes. C'est également des consultations ou individuelles ou de couples qui sont menées avec des situations qui sont parfois complexes. Ça a été dit également ce matin par Madame Sell, effectivement, avec des personnes qui n'ont peut-être pas forcément les outils, les moyens d'élaborer, de penser et de verbaliser autour de leur corps, de leur sexualité et effectivement de leurs souhaits d'adultes en situation de handicap par rapport à leur vie intime, affective ou sexuelle. Alors, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'accompagnement et l'éducation à la sexualité. Donc, en préambule, je voudrais dire que je me situe vraiment dans une approche qui est très intégrative, qui est bio-psycho-sociale. Mais effectivement, ça ne fait que rappeler ce qui a été dit en introduction ce matin. J'ai entendu aussi l'approche spirituelle qui est fondamentale, on pourrait dire interculturelle aussi. Donc, c'est vraiment pour pouvoir situer mon approche, non pas dans un objet qui serait purement médical, qui s'occuperait que de la tuyauterie, un petit peu à l'ancienne, comme on imaginait un petit peu avant l'éducation sexuelle d'antan, du siècle dernier, mais une approche qui englobe l'ensemble de ces dimensions. Alors, oui, c'est resté, je voulais l'enlever, mais tant pis, voilà, il est plus facile de désagréger un atome qu'un préjugé. Effectivement, Albert Einstein avait bien compris que l'éthique, le droit sont des éléments essentiels. Donc je pensais communiquer juste après Bruno Pi et donc prendre un petit peu le relais. Mais on voit bien que les notions de droit vont s'articuler aussi avec la notion de morale, c'est-à-dire vont être contextualisées à une époque, à une culture et vont résonner de bien différentes façons.
L'éducation à la sexualité, ça ne peut pas se résumer uniquement à une transmission de savoir. L'éducation à la sexualité, ce n'est pas non plus chercher une transformation des comportements par un conditionnement du sujet. Ce projet tend vraiment à développer des compétences et des aptitudes pour permettre l'émancipation des personnes. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut revoir effectivement notre logiciel, et vous allez voir que je vais vous proposer quelques changements de paradigme. En premier lieu, pendant très longtemps, handicap et sexualité se résumaient uniquement à la peur de la grossesse, de la procréation, ce qui fait que ces représentations d'un autre siècle continuent parfois, effectivement, de surhandicaper les personnes. Or, la santé sexuelle est bien représentée dans cette balance Roberval comme un équilibre parfait entre l'augmentation de la qualité de vie, le plaisir, Arnaud Seven en a parlé abondamment, l'épanouissement, le bien-être, et la réduction des risques et des dommages. Ces risques et ces dommages sont effectivement de l'ordre des violences liées à l'orientation sexuelle, au genre, aux pratiques sexuelles, etc. Sont de l'ordre également des maladies, des dysfonctions, des iatrogénies médicamenteuses aussi, effectivement, des effets des traitements, mais sont aussi le fait des infections sexuellement transmissibles. On a vu effectivement la forte prévalence qui existe dans les pays du Sud et au choix de mener sa grossesse au moment choisi et désiré. Sauf que bien souvent, dans les têtes des gens, lorsqu'on dit handicap et sexualité, ça a été dit également ce matin, on ne voit uniquement que les risques, les dangers, et on oublie que si on a de la sexualité, ce n'est pas pour mettre un préservatif, c'est avant tout pour avoir passé un bon moment, pour avoir s'épanouir dans sa vie. Donc la sexualité est à part entière un vecteur de santé pour chacun et chacune d'entre nous. La nécessité est donc aujourd'hui de rendre accessible l'information, voire même la pléthore d'informations qu'on va trouver sur Internet, dans les journaux, dans les colloques, etc. Et là, effectivement, on se situe dans une approche qui n'est plus une approche médicale du handicap, mais une approche qui est sociale. C'est-à-dire qu'on va s'interroger, lorsqu'une personne est en situation de handicap par rapport à un champ précis de sa participation sociale, à rechercher avec attention quels sont les obstacles qui se dressent sur sa route et au contraire, quels sont les éléments facilitateurs dont peut disposer la personne. Ça veut dire que lorsqu'on va accompagner des personnes en situation de handicap ou dans le cadre de l'éducation à la sexualité ou du groupe d'expression autour de la vie affective et sexuelle, la première chose à faire, c'est souvent de se taire et d'écouter, de laisser la personne exposer, effectivement, comme vous l'avez fait brillamment, ses choix, ses difficultés, mais aussi, tout simplement, les astuces, les remédiations qu'elle a trouvées naturellement. Mettre à disposition, rendre accessible l'information, c'est aussi faire un effort pour se faire comprendre de tous et de tous. Et donc, utiliser, par exemple, et mon exposé s'intéressera principalement aux personnes qui ont une déficience intellectuelle ou des difficultés d'accès à la lecture, ce sera, par exemple, de mettre en place des documents en facile à lire et à comprendre. Pour chaque thérapeute, ce n'est pas forcément évident de quitter le jargon qu'on a appris à l'université et effectivement de se mettre au niveau des personnes et de pouvoir proposer effectivement un discours qui permettra de comprendre. C'est-à-dire qu'on ne parlera pas des organes génitaux masculins, mais du sexe de l'homme, par exemple. Avec certaines personnes, ce sera beaucoup plus simple. Alors voici quelques exemples que je vous propose de découvrir avec moi. Un des premiers exemples qui se trouve, c'est cette revue qui est mise en place par l'ADPI du Var, qui est une revue trimestrielle qui s'appelle J'existe et je veux, qui est complètement en FALC, en facile à lire à comprendre, pour un tarif modique et qui permet aux personnes d'accéder effectivement à des informations à la fois sur la santé sexuelle, mais aussi le corps, les émotions, etc. Donc, le centre ressources a vraiment pour vocation de mettre à la disposition du maximum de personnes des documents et des outils qui vont permettre effectivement d'accéder à une meilleure connaissance. Mais à niveau local, par exemple à Lyon, on a mis en place un groupe de pères émulateurs qui ont choisi de participer à la marche des fiertés. Ça veut dire qu'on a, en s'associant avec un GEM de l'association Nova, un groupe d'entraide mutuelle, on a effectivement traduit en FALC qu'est-ce que c'était que la marche des fiertés, d'où venait cette idée de Pride, etc., de Gay Pride, pour pouvoir rendre accessible aux personnes qui le souhaitaient une participation effective.
Et là, c'est double bénéfice, j'ai envie de dire, parce qu'il y a, dans un souci de convergence des luttes, des personnes en situation de handicap qui peuvent être exclues d'associations LGBTQIF+, etc., simplement parce que les stéréotypes sont partout, même chez les personnes qui sont déjà discriminées, on peut toujours discriminer quelqu'un d'autre dans sa communauté. Autre action auquel nous avons contribué dans le cadre du CRS avec Milena Rafaillac du planning familial de Marseille, qui est juste là, c'est un travail qui va bientôt porter ses fruits avec Santé publique France, et dont vous voyez déjà une illustration autour du VIH-Sida, à des documents et des vidéos qui sont sur le principe de la conception universelle. C'est-à-dire qu'ici, on quitte le facile à lire, à comprendre, mais on part du principe que si on simplifie l'information, ça rendra service à une multitude de personnes. Et on ne va pas avoir une approche qui est discriminante en s'adressant uniquement à des personnes en situation de handicap, mais au contraire, on va très largement permettre aux personnes d'accéder à l'information. Qu'elles aient certes des difficultés à lire le français, qu'elles soient migrantes, qu'elles aient une déficience intellectuelle. Donc l'idée, ça va être vraiment de rendre accessible de manière universelle des informations. Et la conclusion auquel est arrivée également Santé publique France, c'est que bien souvent, lorsqu'on s'adresse à des personnes en situation de handicap qui présentent une déficience intellectuelle, on a tendance à avoir un discours très simpliste, j'ai envie de dire. Au lieu de rendre accessible son discours, on a tendance à rogner un petit peu sur le champ de connaissances. Or, les personnes ont besoin de savoir, souhaitent connaître plein de choses, mais souvent, elles ont beaucoup de mal pour y accéder. Donc il s'agit vraiment d'améliorer ce qu'on pourrait dire en termes pompeux, la littératie en santé sexuelle. Ça dépasse effectivement le savoir écrire, le savoir lire. C'est comment est-ce que moi, citoyen, citoyenne, je suis en capacité d'aller chercher de l'information. Auprès de qui? Auprès de quel site? Quelles compétences je vais pouvoir mettre en œuvre pour critiquer les informations qui me sont communiquées par ma famille, par mon éducateur, par un programme télé, etc. Et ça, c'est une éducation, effectivement, qui démarre dès le plus jeune âge. Et puis, beaucoup d'imprécations, mais en quelque sorte, comment favoriser la participation effective des usagers, telle que l'a décrit Pascal Ribes à l'instant. Donc, je vais vous parler effectivement de cette notion de pérémulation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut permettre aux personnes concernées, il y a eu des exemples brillants ce matin, d'apporter leur expertise, leur savoir-faire au service de leur pairs. C'est tout le challenge qui s'est offert à nous, en particulier dans un travail de recherche qu'on a mené avec Jennifer Fournier, qui a été citée, et Yves-Jeanne de l'Université Lyon 2, et qui porte le nom de Mes Amours, qui est donc un programme qui a pour but l'accès à la vie amoureuse et à la sexualité des personnes présentant une déficience intellectuelle et qui présentent également une trisomie 21. L'originalité de ce programme, ça a été effectivement de ne pas associer en termes de grands témoins, etc., les personnes, mais de les associer dès l'origine de ce projet, dès l'origine de la recherche. Et j'ai envie de dire, c'est pour cette raison que d'ailleurs nous avons obtenu un financement pour 2 ans de la part de la FIRA, de la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap. Donc vous voyez ici les partenaires. Et la construction de ce travail, qui verra effectivement sa fin, son terme, d'ici quelques mois, repose sur toute une succession d'étapes aussi indispensables les unes que les autres. D'abord, le grand travail était de recenser l'ensemble des outils existants pour ce type de public, c'est-à-dire des publics, des personnes adultes présentant une déficience intellectuelle légère ou modérée, et qui vivent de manière autonome, pas forcément en établissement. Donc on est bien conscient que c'est effectivement un petit champ de la population. Donc il a déjà fallu faire cette recension au niveau européen et même au niveau du Canada avec notre partenaire. Puis ensuite, ont été constitués dans l'ensemble du territoire français plusieurs focus groups qui ont permis de constituer à la fois des binômes et de recueillir les souhaits, les demandes, les aspirations des personnes elles-mêmes qui pouvaient exprimer effectivement ce dont elles avaient besoin, quels étaient leurs manques, mais au contraire, quelles étaient leurs compétences. Nous avons constitué alors 7 binômes de personnes concernées, présentant une trisomie 21 et une déficience intellectuelle,
avec une autre personne qui pouvait être un professionnel, éducateur, AMP, moniteur sportif, ou un administrateur, ou même un parent. Et ces 7 binômes se sont réunis sur 4 week-ends à Lyon, complet, du vendredi soir au dimanche après-midi, où on a élaboré ensemble, avec les personnes, au rythme des personnes, un outil qui prend la forme d'une exposition que je vais vous présenter dans quelques instants. D'abord, que ressortait-il de ces focus group? Eh bien, tout simplement, ça a été une parfaite illustration avec la première intervention. Les aspirations des personnes sont exactement les mêmes que celles de la majorité des autres personnes. On est effectivement dans une approche inclusive où les personnes redemandent simplement de vivre la même chose que les personnes dites valides à leur niveau. Les difficultés sont effectivement plutôt liées à la solitude, mais également aux mésententes et aux séparations. Peut-être parce que c'est moins facile également d'expérimenter des séparations ou des couples, etc. Les scénarios de rencontres sont beaucoup rapportés, mais ils sont souvent très stéréotypés. Et ça a été un étonnement, c'est-à-dire que les choix des personnes sont très, je mets des guillemets, je ne trouve pas le mot exact, mais fleur bleue, très stéréotypés, très conventionnels, on pourrait dire. Les relations amoureuses et les multiples facettes ont été longuement évoquées par les personnes. Ça, effectivement, c'est un fait. Dès qu'on offre un espace de parole aux personnes, eh bien, on va pouvoir recueillir un matériel extrêmement riche. Libérer la parole, c'est libérer la pensée. Encore faut-il que les personnes se sentent écoutées réellement et non pas jugées ou attendues au tournant. Les personnes mentionnent quand même des stratégies pour dire non à des sollicitations non désirées. Ça rejoint effectivement la capacité aussi à gérer les violences qui ont été mentionnées dans les interventions de ce matin. La question des droits et des interdits de faire ou de dire est très présente, avec beaucoup de confusion. Et je regrette que Bruno Pi ne soit pas là, visiblement, parce qu'il aurait pu formuler de manière très brillante qu'est-ce qu'il en est du, je mets les guillemets, droit à la sexualité. Et puis l'immense majorité des personnes a déjà été en contact avec des images ou des films pornographiques, ce qu'on retrouve tout à fait dans le cadre effectivement général. Ont été alors évoqués des empêchements et des besoins spécifiques qui apparaissent à plusieurs niveaux. D'abord, et cela a été décrit, une vraie méconnaissance du corps sexué et de son fonctionnement. Une méconnaissance également des droits et des interdits en matière de vie amoureuse et sexuelle. L'attrait pour la conformité, la difficulté à dire ce que je veux ou ce que je ne veux pas. La difficulté à décoder ses émotions et celles d'autrui. Et la difficulté également à décrypter, interpréter les attitudes d'autrui et à s'accorder avec lui. Ces 7 binômes ont donc été constitués et nous avons effectivement travaillé d'arrache-pied. Alors ça n'a pas été sans peine quand même, parce qu'il a fallu que nous nous adaptions aussi au rythme des personnes. C'est-à-dire que c'est impossible de tenir 4 symposiums dans une journée lorsqu'on travaille avec des personnes avec trisomie. Donc il a fallu mettre en place des temps plus courts, une sieste très longue après le repas, etc. Trouver, effectivement, s'accorder, s'apprivoiser mutuellement. La première phase a été, effectivement, de faire le point un peu sur les connaissances, à partir de ressources qui existent, et un travail sur l'ensemble des thématiques de santé sexuelle et d'éducation à la sexualité. Ensuite, des brainstorming. Nous avons déterminé quelle serait la forme de l'outil qui serait développé. Et nous nous sommes adjoints 4 professionnels pour pouvoir proposer cet outil. Yannick Plaisance, qui est illustrateur, Florence Conti, graphiste, Jean-Baptiste Lessard, qui est photographe, et Michel Champrouche, qui est vidéaste et qui avait déjà travaillé sur cette thématique, en particulier à Grenoble. L'exposition consistera donc en 5 panneaux et 2 vidéos. Elle sera mise en ligne sur le site de la SFIRA et sur le site du CRS et donc disponible gratuitement pour les personnes qui souhaitent s'en emparer, avec un guide méthodologique pour pouvoir les utiliser. Mais surtout, vous aurez la possibilité de faire venir les binômes qui ont travaillé sur cette exposition pour vous la présenter dans votre établissement, la MJC, votre mairie, etc. Et ce sont les personnes elles-mêmes qui vont faire visiter aux personnes en situation de handicap ou non cette exposition. Nous avons demandé à Anesat également, qui travaille dans le théâtre du côté de Vèze, près de Lyon, de nous aider
à construire 2 séquences de vidéos. Une séquence introductive pour rentrer dans la thématique. C'est vrai que lorsqu'on n'est pas, c'est difficile, hein, lorsqu'on n'est pas familiarisé. Et puis, vous verrez une séquence sur le décryptage des émotions. Et là, j'avoue que faudra qu'on évalue ensemble la portée de cette exposition. On s'est aperçu que c'est très compliqué de pouvoir parler des émotions, de les décrypter. 2 panneaux représentent des silhouettes femmes et hommes. Nous avons aussi cherché à produire des corps qui ne sont pas les corps valides qui sont présentés dans les temps d'éducation à la sexualité. Ça a été source d'aller-retour, de travail avec l'illustrateur pour pouvoir représenter aussi des corps qui s'apparentent plus à des personnes qui présentent une trisomie 21, par exemple, que des corps fins, etc. Et vous verrez également que dans les illustrations qui seront proposées, et dans les photos, il y a des personnes qui présentent effectivement un handicap qui vont se mettre en scène. Les personnes ont choisi également de mettre en scène une silhouette neutre. Une silhouette neutre qui permettra d'apposer, tout est magnétique, etc., des organes sexuels, etc., pour représenter le corps sexué, mais aussi ils ont choisi de mettre une main au bout d'un bâton, une bouche au bout d'un bâton, pour pouvoir signifier ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Là où j'aime être touché, là où je n'aime pas être touché. Des choses qui nous paraissent évidentes, mais qui effectivement n'étaient pas forcément simples à expliciter. Je reviens sur la diapo précédente. Vous voyez que, à mon grand dame, la silhouette féminine est rose et la silhouette masculine est bleue. Et c'est là que, oui, mais c'est là justement que je pense qu'il faut changer de paradigme, et lorsqu'on accompagne les personnes, il faut quelquefois laisser de côté son propre militantisme. Dieu sait que moi, j'ai beaucoup de mal avec les stéréotypes de genre, je l'ai évoqué, au même titre que les autres personnes, et là les personnes m'ont dit, mais non François, les gens ne vont rien comprendre. Il faut vraiment que la silhouette femme soit rose et la silhouette homme soit bleue. Sinon, nos collègues à l'ESAT, etc., ils ne vont rien comprendre. Donc, l'idée du travail avec les personnes concernées, c'est aussi d'accepter que le résultat n'est pas forcément conforme à nos aspirations ou à notre côté militant, mais c'est que c'est une étape pour pouvoir avancer sur le chemin de l'éducation à la sexualité. Une vidéo permet d'aborder les émotions et les attitudes et a été mise en scène par des comédiens extérieurs au binôme. Pour nous, c'est très important aussi de faire appel sur les photos, sur les vidéos, à des personnes qui n'ont pas conçu l'exposition et qui ne vont pas la faire visiter pour simplement qu'elles se retrouvent pas mal à l'aise en faisant visiter ou en montrant une image ou une photo qui les représente. Les personnes ont beaucoup insisté sur ce panneau, c'était assez étonnant en fait, et elles voulaient quelque chose de très clair entre « c'est interdit » et « j'ai le droit ». Ce sont des grands panneaux sur lesquels on va pouvoir apposer des petites affichettes de format A4 et où les personnes vont pouvoir échanger, s'interpeller. C'est un support à la communication sur les droits et les interdits. Elles ont choisi également de mettre en scène une flèche des envies. J'ai envie d'avoir un bébé. J'ai envie de rencontrer mon copain. J'ai envie d'essayer d'embrasser une personne du même sexe que moi, etc. Ou j'ai pas envie. Et cette exposition est vraiment conçue comme un support, une médiation à la parole, plutôt qu'une exposition qui va donner toutes les clés expliquées. Voilà quelques séquences de travail qui ont été vraiment source de grand bonheur et de partage. Des illustrations qui vont être proposées, qui seront disponibles en téléchargement libre, comme un photo-expression, mais également des photos qui mettent en scène des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de trouver ce matériel. Ça a été sur les indications, bien sûr, des binômes, des personnes qui ont choisi ce groupe. Alors, là, on est vraiment dans un changement de paradigme, j'ai envie de dire. Passer, effectivement, de cette vision très siècle dernier, où les personnes en situation de handicap ne seraient que objet de sollicitude, objet d'attention, objet de soins, à véritablement sujet de désir. Et on en discutait un petit peu à table, je pars un petit peu au combat contre cette idée que la personne en situation de handicap doit être au centre de son projet. Personnellement, je trouve que c'est extrêmement enfermant. Le projet occupe toute la place, la personne est au centre, et elle va être sous le regard plus ou moins bienveillant de multiples partenaires, ses parents, ses tuteurs, ses éducateurs, peut-être la justice, etc.
l'idée, et c'est ce que nous avons cherché à mettre vraiment en place de manière effective, et c'est vraiment sur ces valeurs que le CRS souhaite travailler, c'est de proposer à la personne de prendre sa vraie place qui est dans le cercle de décision, et ce qui est au centre sera le projet de la personne. On va travailler ensemble, au même niveau, autour du projet de la personne. Car bien évidemment, c'est la personne qui vit une situation de handicap qui est experte de sa propre vie. Et plus les personnes sont dépendantes, plus les personnes sont déficitaires, et plus nous avons le devoir de redonner la capacité à la personne d'agir sur sa vie. Et j'espère que ces quelques exemples très concrets et les interventions de l'ensemble de cette journée vous permettront de pouvoir avancer sur cette voie avec les personnes concernées. Merci beaucoup pour votre attention.